Avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Bonne vidéo. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jacques Labre sur la chaîne. Salut Jacques, comment vas-tu? Salut Johan, ça va plutôt bien. Je suis en vacances donc je profite. Ah, bah écoute, bonnes vacances à toi déjà. Merci d'être venu sur la chaîne. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait un moment qu'on discute et que à chaque fois, moi, des fois, je pouvais faire un empêchement, tu as eu des empêchements, mais on a enfin réussi à se capter. Déjà, c'est cool. Merci beaucoup à toi. Parce que bon, on se rend pas compte, mais j'imagine que tu as un emploi du temps assez incroyable. On en parlait un peu en off. Entre le boulot, les flèches, comment fais-tu? Est-ce que tu arrives encore à dormir quand même? Oui, dormir, oui. Oui, dormir, oui, forcément. Dormir bien, ça c'est un autre problème, mais dormir, oui, normalement. Oui, je dors normalement, oui. Alors, ça fait combien de temps exactement? Ça, c'est une question. Tu as commencé les fléchettes à quel âge et par quoi tu as commencé? Fléchettes électroniques ou directement sur Trad? Alors, moi, je suis un pur joueur traditionnel. J'ai commencé, c'est facile, en 2000. J'avais 17 ans et j'ai commencé en 2000 en trad, donc dans le club de Gretz-Armainvilliers, le DCG, Darts Club de Gretz, en trad. C'était ma première année, ma première licence, donc j'ai pas joué en junior parce que j'ai signé en septembre et mon anniversaire, j'allais avoir 18 ans en novembre, donc du coup, j'ai pas pu jouer en junior, j'ai pas eu cette chance. Mais j'ai commencé en 2000. Ah ouais, tu as En commencé trad. quand même plutôt jeune, ouais, non, c'est bien. Et justement, donc tu as fait tes premières armes en trad. Comment tu es arrivé? Parce que tu as un sacré parcours, que ça soit en trad, mais tu as un sacré parcours en électro. Tu as toujours fait les deux ou c'est justement une discipline t'en a amené à une autre? Comment ça s'est passé pour toi? Alors l'électro, c'est vraiment, c'est arrivé, c'était un hasard totalement. En fait, je commençais à plutôt bien jouer en trad puisque j'ai commencé en 2007. Et en 2007, c'est l'année où, enfin l'électro, je l'ai commencé en 2007. J'ai fait La Rochelle en 2007, donc j'ai dû Ouais. commencer en 2006-2007. C'est l'année où je commençais à plutôt bien jouer en trad puisque c'est là que j'ai décroché mon premier titre individuel national en trad. C'était un Open fédéral, je crois. Ouais. Et en fait, on a découvert, enfin, j'avais un ami qui traînait à Roissy-en-Brie dans le 77 et il y avait des fameuses machines électroniques. Et un jour, il m'a dit, viens essayer une des machines, enfin, viens essayer l'électro, machin et tout. On est arrivé dans le bar et avec mon pote, on a joué sur la machine. Et le patron, il a dit, mais vous êtes qui, vous êtes des extraterrestres et tout, vous venez d'où et tout. On lui explique, on joue dans le club à Gretz, enfin, qu'on joue en championnat, machin, on vient de la trad. Il dit, ah ok, et puis il organisait des tournois, toutes les 2 ou 3 semaines, il organisait des tournois dans son bar. Il m'a dit, venez samedi prochain, machin et tout. Puis voilà, de fil en aiguille, on a commencé à jouer dans ce bar-là. On a fait les petits open, et puis après, on a fait les open un peu plus loin. On nous a dit, oh, il y a un open là-bas, il y a un open là-bas. Voilà, c'est l'année où, en fait, moi, j'ai fait ma première saison, jouer avec Jennifer Montaillé et une super amie à moi. On a joué tous les deux en mixte et on a fait notre première année en mixte tous les deux. Et voilà, on a comme ça, tout simplement. Ah ouais, non, mais super. Et alors justement, sur les deux, comment tu as réussi à performer finalement dans les deux disciplines? Parce que qu'on se rende bien compte, c'est quand même pas du tout la même chose. Enfin, c'est la même chose. On va dire qu'un joueur qui vient de la trad, qui va en électro, je pense que c'est peut-être plus simple que l'inverse. J'aurais cette tendance à penser ça. Mais justement, sur les changements de poids, par exemple, ça c'est un gros souci, comme pas mal de joueurs. Ça dépend après comment tu joues d'ailleurs en trad, mais sur les changements de poids ou comme ça, comment ça t'a jamais perturbé sur ton lancer, ou justement, comme tu le prends comme une autre discipline, au final, ça te perturbe pas plus que ça. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question et je pense qu'à partir du moment où on se pose la question, on se pose des problèmes. En fait, moi, pour Ouais. donner une idée, quand j'ai commencé en électro la première année, donc moi en trad, je jouais en 26 grammes. Tu vois, mes flèches de trad, c'était du 26 grammes. Et j'ai commencé l'électro. Ma chérie de l'époque m'avait acheté des fléchettes en 18 grammes, 16 ou 18 grammes, je crois, 18 grammes. Et je jouais avec Ouais. le 18 grammes et ça ne m'a jamais
poser de problème plus que ça, quoi. Enfin, elles n'avaient pas la même forme et elles n'avaient pas les mêmes poids non plus, et ça m'a pas empêché de jouer en électro et de gagner des matchs en électro. Donc, je pense que après, je peux comprendre que ça puisse déranger certaines personnes qui ont l'habitude, mais après, moi, je dissocie beaucoup les deux jeux, en fait. La trad, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment alors, je vais pas froisser les gens, mais c'est vraiment le jeu traditionnel, comme son nom l'indique, des fléchettes. Ça veut dire que voilà, le 501 et on finit par un double et voilà, le meilleur gagne à la fin. L'électro, je prends ça plus comme un amusement. C'est faut être un joueur de bulle, enfin, il faut savoir jouer la bulle. Et c'est tellement plus facile de déconnecter son cerveau sur cible américaine en électronique et de dire je fais de la bulle et je ferme tout de suite, ou il y a cette part de cricket où ça devient un peu tactique, un peu amusant, beaucoup plus amusant, moins stressant, on va dire, que le 5-1, où on peut toujours revenir au cricket. Donc, pour moi, oui, on joue, on lance des bouts de ferraille, mais au final, le jeu n'est pas le même. J'ai pas le même amusement sur les deux. Par exemple, j'ai toujours tendance à dire que quand je sors d'un tournoi de cible traditionnelle, même si j'ai pas été loin, je suis toujours plus fatigué que si j'avais gagné un tournoi en électronique, par exemple. Alors que pourtant, en électronique, sur tous les Open qu'on fait, généralement, il y a des phases de poule, des doubles KO, des matchs, machin, il y a plus de manches, etc. On joue plus en temps normal, mais ouais. Oui, mais peut-être que parce que c'est vrai que psychologiquement, l'engagement psychologique est moins élevé, peut-être. Ouais, mentalement, c'est très usant, les fléchettes. Ouais. Les fléchettes traditionnelles. Traditionnelles, ouais, j'avais bien compris. Oui, puis c'est vrai qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes distances. Les cibles, les plus grosses. Enfin, ça dépend si on joue en anglaise d'ailleurs ou en américaine, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus courant les cibles américaines de nos jours en électro. Et c'est vrai que de plus en plus, d'ailleurs, on voit. D'ailleurs, j'ai vu Darkseid se mettre à ça. J'ai été un peu surpris. Où de plus en plus, il sépare la bulle maintenant aussi, d'ailleurs, pour jouer un peu à l'anglaise sur américaine. Ça devient de plus en plus. Alors, est-ce que ça va être un nouveau un retour un peu en arrière du jeu un peu à l'anglaise, comme il se faisait un peu dans les années 80-90? Tu penses pas? Enfin, je sais pas. Non. Ils ont toujours fait, en fait. Darkslave a toujours fait. Ça dépend des zones géographiques d'où tu joues. Je sais que, par exemple, au Japon, le Japan Tour sur Darkslave, une semaine sur deux, enfin un Japan Tour sur deux, donc un de les gros tournois majeurs qu'ils organisent. Ah ouais. Sur deux, en fait, tu as une couleur rouge, une couleur bleue. Le rouge, c'est la bulle à 50 et la couleur bleue, par exemple, c'est la bulle 25-50. Et un coup, ils jouent le triple 20. Voilà. Les Américains aussi sont très friands de ça. Les Américains, on en parlait tout à l'heure, du double in, double out, bulle 25-50. Et les Américains font même pire que ça. Ils font du double in, double out, la bulle à 50, mais tu n'as pas le droit de finir par la bulle. Tu vois, ils font ça aussi, tu vois. Donc, tu vois, chaque région choisit un peu son modèle de jeu pour se différencier, en fait, pour choisir. Moi, je sais que j'avais fait des bull shooters en Espagne où on jouait donc c'était une compétition, on jouait double in, double out, et puis ouais, la bulle à 25-50. Alors que on s'était qualifié en France sur un Open sur cible américaine avec la bulle à 50. Donc, tu arrives sur place, des fois, ça peut déstabiliser, quoi. Puis les moyennes ne correspondent peut-être pas en plus des fois. C'est vrai que... En plus, c'est souvent ce qui se passe. Le problème en France, c'est que les moyennes françaises sont toujours calculées sur une bulle à 50. Donc c'est pour ça que les Français, on est toujours surévalués sur les compétitions internationales, que ça soit, nous on l'a vu quand on va au Summer Festival chez Phoenix ou quoi que ce soit. Notre bulle, elle est à 50, donc on a des moyennes de 0,1 à plus de 40, 43 de moyenne ou quoi que ce soit, pendant que les meilleurs mondiaux, les meilleurs asiatiques sont à 38, 39. Et donc, du coup, tous les Français, à chaque fois, se retrouvent dans des catégories au-dessus, juste parce qu'on joue la bulle à 50 et qu'eux, ils jouent la bulle à 25-50. Ouais, mais c'est vrai, ça. Et de toute façon, on s'en rend compte sur l'écart de niveau. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, quand on commence à vouloir aller jouer à l'étranger ou même jouer contre des étrangers, tout simplement. Des fois, du coup, ça peut même jouer sur un certain écart de niveau. Quand on n'est pas habitué au début, je sais qu'il y a pas mal de joueurs, même pro, des fois qui sont cassés un peu les dents. Ça doit surprendre la première fois, je pense. Notamment, comme on en parlait là, les Espagnols, les Portugais, mine de rien, mais ouais, ils ont une habitude de la bulle 25-50. Moi, je sais que j'ai toujours joué un peu comme ça, même à la maison, mais bon, après, ça veut pas forcément dire, comme je joue en trad aussi, peut-être, je sais pas.
Mais c'est vrai que ouais, en électro, c'est particulier. D'ailleurs, as-tu des préférences, toi, sur les ligues électro où tu t'amuses et pas plus que ça? Non, enfin, moi, non, j'ai pas. Enfin, la machine m'importe peu. Je sais qu'il y a des compétitions internationales que je préfère faire et d'autres que j'apprécie Ouais, bien moins, sûr. tu vois. Mais non, les ligues, en fait, moi, je joue avec mes potes, en fait. Donc, en fait, c'est. Ouais, Alors, je joue avec les mêmes. Enfin, pas tout le temps les mêmes gars, mais c'est pas la même équipe. Mais bon, je suis tout le temps avec Léo. On a l'habitude de me voir avec Léo. Donc, voilà. Mais c'est des potes, quoi. Je joue avec mes potes dans deux ligues différentes. Et puis, si je peux le faire, tant que je peux le faire, je fais les deux ligues. Et voilà, je privilégie pas une ligue en particulier. J'aime bien les deux formats de jeu. J'aime bien les deux rendez-vous de fin d'année, de fin de saison, les deux championnats de France, que ce soit Saumur ou Vannes. Moi, ça me. Ok, enfin, j'aime bien. C'est pas la même ambiance en plus. Donc, ouais, bien sûr. voilà, j'aime les deux, donc ça me pose aucun problème. Voilà, tant que je peux le faire, je le fais. Et voilà. Totalement. C'est là où j'allais en venir, c'est que justement, donc ça fait un petit moment que mine de rien, tu as gagné quand même des compétitions importantes et que tu as pu justement avoir gagné ta tourcard aussi, PDC. Comment arrives-tu encore à trouver le temps pour tout? Justement, parce que enfin, pour les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est quand même un certain investissement, ne serait-ce que le nombre de matchs à fournir, que ce soit en électro, et quand même, mine de rien, ça prend du temps, même si ça peut s'organiser différemment, parce que c'est vrai que c'est peut-être à côté de chez toi ou pas d'ailleurs. Mais voilà, et c'est vrai que mine de rien, je pense quand on rentre au PDC, on bouge beaucoup, on doit faire pas mal d'entraînement. Comment arrives-tu à gérer justement ce temps en plus de ton travail justement ça doit être Euh, pas évident, j'imagine. Comment je gère mon temps une semaine type, tu veux une semaine type Semaine type. Généralement, bah, admettons que si. Alors, maintenant, ils ont changé. Alors, PDC, maintenant, on joue le lundi, mardi et mercredi en règle générale. Donc, ça a un peu Ouais. chamboulé mes habitudes de déplacement parce que du coup, maintenant, on doit se déplacer, on doit partir le dimanche, au plus tard le dimanche pour pouvoir se déplacer. Donc, et de revenir donc généralement le mercredi soir pour voilà, jeudi, vendredi. Mes matchs de championnat, bah, j'essaie de les caler quand il n'y a pas de compétition. Donc, les matchs équipe, généralement, c'est le soir en semaine. Les matchs, j'ai fait tous mes matchs de championnat. Alors, j'ai fait tous mes matchs de championnat parce que certains joueurs ont tendance à dire que la Brojac ne joue pas sous son nom, machin, on joue à sa place, il fait pas ses matchs. Donc j'ai joué tous mes matchs chez Darts Live en équipe, j'ai joué tous mes matchs. Enfin, à chaque fois qu'il y avait mon nom voilà, tout le monde peut témoigner puisqu'il y a les caméras ou quoi que ce soit. J'ai toujours effectué tous mes matchs. Je mets un point d'honneur à me déplacer. Mes matchs en doublette, je les joue à Antony. C'est un peu loin de mon travail. Je mets 1 heure et demie quasiment en transport pour aller les jouer. Mais je fais mes matchs à Antony et c'est moi qui fais mes matchs. Enfin, je mets un point d'honneur à toujours jouer tous mes matchs dans tous les championnats auxquels je suis inscrit. Donc, quand j'ai des matchs de championnat le soir en semaine, bah, en sortant du boulot, bah, tout simplement, je vais là où je dois jouer mes matchs de championnat. Bien sûr. Quand j'ai des échéances en PDC, en fait, je m'oblige à jouer la semaine avant. En fait, je joue au minimum 3. Alors, c'est pas tout le temps vrai. Des fois, physiquement, j'ai eu quelques soucis de santé, donc je faisais un petit peu moins, mais au minimum 2 heures tous les soirs après le boulot. Et je m'octroyais quand j'avais pas de match de championnat, par exemple, je m'octroyais un soir dans la soirée, enfin un soir par semaine où j'avais le droit de ne pas jouer aux fléchettes. Ouais, c'est pas évident. Voilà, donc voilà, sinon, généralement, je finis le boulot à 18h, 18h15, enfin plus 18h15. Le temps d'aller au billard, là où je m'entraîne, ça fait 18h30, 19h, un truc comme ça. Et généralement, je bouge pas, j'en sors pas avant minuit, 23h30, minuit. Et ça, tous les soirs de la semaine, quand j'ai des échéances en PDC qui arrivent. Voilà, j'avais diminué un peu le rythme. Parce que moralement c'était pas le top et physiquement j'avais vraiment des gros soucis au niveau de l'épaule et de la cheville. Donc du coup j'avais vraiment diminué mes séances d'entraînement, mais en règle générale c'est ce que je fais. Et après quand j'ai des soirs dans la semaine, si j'ai des soirs de matchs de prévu, donc des matchs de championnat ou des matchs de coupe ou des matchs de trad aussi, je joue aussi en trad, ça me sert d'entraînement. En fait, j'arrive à la même heure et les matchs sont généralement prévus à 20h et je joue le match normalement et ça me fait une séance d'entraînement en conditions réelles.
Mais voilà. Incroyable d'arriver à gérer tout ça. Donc c'est là qu'on voit quand même il y a une grosse partie de passion parce que j'imagine que si on n'est pas passionné, on fait pas tout ça. Et justement, t'as jamais eu un sentiment justement de peut-être de trop, c'est-à-dire quand je dis vraiment de trop, c'est de pas arriver à se décrocher, c'est-à-dire que sans t'en dégoûter, c'est-à-dire au bout d'un moment où tu sais que limite tu devrais lever le pied, mais que, malheureusement tu peux pas parce que. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Oui. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, fin juillet, début août. En fait, je voulais trop reprendre. On avait fait un bon résultat avec Thibaut lors de la Coupe du Monde. Je voulais vraiment reprendre. J'étais en pleine confiance. Enfin, j'avais la confiance dans mon jeu et tout. Et je m'entraînais énormément, peut-être trop. Et c'est là que c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir quelques soucis de santé. Et du coup, je jouais énormément. Et puis, en fait, ça a été la dégringolade à partir de ce moment-là, puisque je passais que mon temps à m'entraîner. Et puis, j'arrivais sur les tournois, il n'y avait pas de résultats. Donc, je me disais, putain, je ne me suis pas bien entraîné. Voilà. Et en fait, le problème était certainement ailleurs. Mais du coup, j'ai pas de résultats. Donc, je retournais à l'entraînement, mais j'ai toujours pas de résultats. Donc, à la fin, je me suis un peu j'y allais en marche arrière, quoi. Tu vois, je voulais pas me pointer à un tournoi PDC en me disant, je me suis pas préparé. Je voulais pas avoir la honte de me dire je me suis pas entraîné, je me suis pas préparé, voilà, machin et tout. Et en fait, ça a été de pire en pire, quoi. La fin d'année a été une catastrophe. Comme on en a parlé en off tout à l'heure, les 2 qualifiers que j'ai fait en fin d'année, voilà, j'avais qu'une envie, c'était de partir en plein dans le match parce que j'y arrivais plus et que j'étais à saturation, voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'en janvier et février, il y a une grosse pause, quoi. On joue pas pendant quasiment 2 mois. La pause m'a fait énormément de bien. J'ai bien profité des enfants. Je me suis changé la tête, les idées, machin et tout. Et puis, j'ai repris l'entraînement, mais on va dire que je suis reparti à zéro, quoi. Enfin, vraiment, je suis reparti à. J'avais l'impression d'avoir fait un break de 6 mois, quoi, alors que je n'avais pas juste joué pendant 2 mois, tu vois. Enfin, pas 2 mois. J'avais moins joué, on va dire, surtout en trad. En fait, j'avais continué à jouer en électro, mais moins en trad. Et surtout pas au même rythme, plus les entraînements de 3 ou 4 heures tous les soirs, après le boulot et tout ça, j'avais vraiment arrêté, vraiment diminué et tout. Et donc, très compliqué. Et puis là, ça se voit sur mes résultats de cette année. Les résultats sont pas bons. J'arrive pas à me remettre dedans. J'ai plus la même confiance dans mon jeu que j'avais avant. Et pourtant, à l'entraînement, je fais des trucs de dingue. Thibault l'a vu la dernière fois quand on a joué. Il m'a dit, mais pourquoi tu joues pas comme ça en match? J'ai dit, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. C'est comme ça. J'arrive pas à reproduire. Ouais, non, mais après, attention, hein, c'est pas non plus honteux. Hein, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui aimeraient à réussir déjà à avoir une carte, donc c'est que derrière, tu t'es battu pour l'avoir. Après, le niveau, il faut rappeler aux gens que le niveau est quand même assez élevé. C'est-à-dire que même quand j'ai vu des matchs où tu as tapé à des moyennes à plus de 100 et derrière, ça tape encore plus fort et tu te dis, mais c'est incroyable. Donc, je pense que derrière, il y a aussi ça. J'imagine que forcément, vous retrouvez beaucoup avec Thibaut d'ailleurs quand vous êtes sur les compétitions comme ça, manger ensemble, ou j'imagine vous discutez un peu de vos résultats. Quelque part, heureusement que tu n'es pas le seul Français, ou que du moins vous ne soyez pas tout seul, finalement, vous soyez tous les deux. Là, du coup, cette année, le fait que l'année dernière, Thibaut a été très souvent invité, il n'était pas tout le temps là, mais il est quasiment tout le temps invité, machin et tout. Donc, j'étais jamais sûr et on se voyait beaucoup moins. Là, beaucoup plus. Là, on est à la même table, on discute, on s'échauffe tous les deux. Voilà, le soir, on va se faire un resto, on mange ensemble. Oui, on discute beaucoup du circuit. Après, je lui donne mon ressenti. Moi, je lui ai expliqué un petit peu, en fait, par là où je passe et tout ça, on a un peu discuté et tout. Il comprend un peu là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Et puis, on n'a pas la même approche tous les deux, donc il comprend. On va dire qu'il comprend. Mais oui, on est tout le temps tous les deux. Là, maintenant, là, on s'est joué. Là, le dernier week-end, on s'est joué 2 fois, je crois. Et tu vois, on était à la même table, on a discuté. Après, il est très solo. Thibaut, il est dans sa bulle. Il n'aime pas trop s'entraîner avec les gens. Il aime bien être tout seul avec sa musique, son téléphone. Et chaque joueur a sa méthode. Moi, et puis je m'échauffe. Alors, je m'entraîne pas, je m'échauffe beaucoup plus que lui. Lui, il n'a pas besoin de s'échauffer. Il s'échauffe beaucoup moins que moi. Moi, j'arrive beaucoup plus tôt à la salle. Et on n'a pas le même rythme, mais on se voit tout le temps. Oui, on est tout le temps tous les deux. Et moi, ça me fait du bien de savoir qu'il va être dans la salle
et qu'on va être tous les deux, qu'on va discuter, que voilà, je vais pas être tout seul. Et oui, ça change beaucoup de choses. Puis oui, alors dernièrement en plus vous avez joué 2 fois les deux contre l'autre. Quand ce genre de tirage arrive, ça doit être un peu frustrant, j'avoue, non? Alors la première fois, sur le premier tirage, je lui avais dit, c'est normal. Enfin, on savait tous les deux que ça pouvait arriver, tu vois. Là où on l'a un peu mauvaise et là où on dit qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'en fait, je sais pas si vous avez vu comment ça fonctionne, je sais pas si tu as vu comment ça fonctionne, mais en fait sur les 4 compétitions, on était 4 fois dans la même poule. Ouais. C'est impossible, statistiquement, c'est quasiment impossible que ça arrive, et on est 4 fois dans la même poule. C'est-à-dire que même si on ne sait pas jouer directement, ça veut dire que si on avait gagné tous les deux un match, on se rejouait aussi le tour d'après. C'est quasi impossible. Sur la même journée, en fait, sur la même... ou alors le logiciel nous a beaucoup aimé, on va dire, mais on a trouvé ça très très louche. Sur les 4 fois dans le même groupe, c'était vraiment très très étrange, quoi. Mais surtout qu'en plus, quand c'est comme ça, forcément, ça réduit les chances d'un Français quelque part d'aller plus loin. Non, il y en a qui vont dire que ça va garantir justement qu'il y a un Français qui va plus loin. Tu vois, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a plus de manières de faire. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. D'accord. Ouais, non, mais c'est vrai que ça, c'est assez incroyable. Justement, dans ton expérience par rapport à tout ça, ça a été quoi, on va dire, ce qui t'a le plus impressionné? Parce que c'est toujours des choses qu'on voit, nous, de loin. Beaucoup de joueurs, ça leur donne envie. Tu représentes aussi beaucoup de joueurs en France, mine de rien. T'as beaucoup de gens qui te suivent derrière, Jacques. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, même de gamins. Moi, j'ai vu sur des interviews, même du Sputnik Darts Club, là, que j'ai trouvé d'ailleurs très très sympa, qu'ils ont fait notamment à la Coupe de France ou quoi. On voit que derrière, quand même, c'est toujours toi et Thibaut, vous avez forcément les deux Français qui reviennent le plus dans la bouche des gens. Et justement, est-ce que toi, ça aurait tendance à te casser le bras, ou au contraire, ça t'encourage énormément, ça rajoute une pression ou pas? Je sais que chaque joueur après est différent là-dessus, et ça doit pas être évident forcément à gérer, ou peut-être que si, justement, ça t'aide. Alors, et pour être honnête, en fait, je m'étais pas rendu compte de l'impact de tout ça. Au fur et à mesure, je sais pour les gens qui me sont proches, les gens avec qui justement j'ai fait les déplacements en règle générale, et des gens que je peux dire mes amis, en fait, ceux avec qui, par exemple, j'ai été à la Coupe d'Europe, quand j'ai gagné mon titre de champion d'Europe, quand j'ai gagné la Coupe d'Europe il y a 2 ans, quand j'ai fait la Q-School, quand j'ai Ludo derrière moi et tout ça. Pour ces gens-là, je le sais, tu vois, j'en suis conscient. Après, de voir, comme tu dis, je suis choqué parce que j'ai été choqué plus d'une fois, parce que je suis surpris parce que on me dit ah ouais, mais machin, t'es mon joueur préféré, machin, je te suis partout. Je me rendais pas compte, tu vois, j'ai été invité à un Open par une personne qui organisait son Open électro, tu vois. Et en fait, j'y suis allé parce que les conditions s'arrangeaient, quoi, pour que je puisse y aller. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, elle et son mari suivaient tous mes matchs. Ils avaient pris l'abonnement PDC. Voilà, j'ai fait une masterclass dans un bar à Fléchette à Paris. Sur les 20 personnes, il y en avait, je veux dire, les 3/4, ils me suivaient sur PDC TV, tu vois, alors que c'est des gens qui connaissent rien aux fléchettes. Et je me rendais pas compte, tu vois. Tu peux pas t'en rendre compte, en fait. Ouais, bien sûr. Et je me mettais déjà suffisamment de pression avant pour mes proches, pour ceux que j'estime, que je sais qu'ils me suivent, tu vois. Je me mettais déjà beaucoup de pression, j'ai pas envie de les décevoir, tu vois. Je sais qu'ils vont être derrière leur téléphone, derrière leur appli ou devant leur écran. Et j'ai pas envie de jouer, de mal jouer comme je joue en ce moment, tu vois. J'ai envie de bien faire, et forcément, ça rajoute de la pression, c'est compliqué, j'ai pas envie de décevoir. J'aime pas perdre, comme tous les joueurs de fléchettes, on déteste perdre. C'est un truc que j'ai remarqué aussi sur la compétition, tu vois. J'ai déjà vu Van Gerwen perdre au premier tour et partir comme moi je pars quand je perds au premier tour, tu vois. Et c'est Van Gerwen, tu vois. Je dis bon, en fait on est tous pareils, tu vois. J'ai Luc Humphries, pareil, j'ai vu Luc Humphries perdre au premier tour, voilà, et je l'ai vu, mais énervé comme moi je suis énervé quand je perds, et puis partir et prendre ses affaires et se casser, et tu vois, dire rien à personne, et tu vois, et je me dis bon, en fait on est tous pareils, quoi, tu vois. Ouais, puis surtout quand c'est comme ça, on s'en veut à nous-mêmes, on essaie de refaire la tête, à se dire mais pourquoi j'ai fait ça? Ouais. C'est des fois ça joue à un mauvais choix de ferme parce qu'on s'est dit tiens, je vais être plus à l'aise là, et au final tu te
dis, ouais, enfin, des fois, ça sert à rien de refaire les matchs. Hein, il faudrait savoir accepter. Ah non, ça sert à rien. C'est le meilleur moyen de s'enterrer, ça. Ouais. Bon, après, ça permet peut-être des fois d'évacuer la pression, j'imagine, puisque même quand on voit des gros joueurs comme ça, qui quand même, ça prouve qu'au bout d'un moment, reste des êtres humains, on n'est pas des machines, hein, et non, mais heureusement. Ça m'a appris relativité là-dessus. Mais ouais, pour revenir à ta question, oui, ça me met beaucoup de pression. Ça, je m'en suis rendu compte plus cette année et ça m'a mis beaucoup plus. Ça met de la pression puisque je sais qu'on est suivi. Voilà. Après, voilà. Oui, j'ai envie de bien faire. C'est ce qui me donne envie d'aller à l'entraînement et de m'entraîner tous les soirs. Si j'avais pas ça, mais là-bas sur place, ouais, ça rajoute un stress de plus. Je devrais certainement pas. Hein. Je devrais jouer, mais j'y arrive pas. Hein. C'est comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. J'avais posé la même question à Thibaut, d'ailleurs. Je vais te la poser à toi aussi, parce que c'est toujours intéressant de savoir. Quel est ton ressenti, toi, par rapport aux joueurs, justement, un peu star PDC? Est-ce que justement, tu as eu des gens avec qui tu as pu discuter, que tu trouves assez ouverts ou ben, comme Thibaut, ça se trouve, ça va être les mêmes noms qui vont revenir, hein, parce qu'après, c'est de réputation. Il y en a certains, c'est vraiment connu. Mais par exemple, moi, je vois comme quelqu'un comme Menzies, qui a l'air à l'écran très drôle et on sent que le gars, il est un peu plombier le samedi et il vient après. Voilà. Est-ce que c'est un vrai ressenti, ça? Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça avec qui vous avez vraiment accroché, ou du moins toi, personnellement? Bah, moi, ça fait donc 1 an et demi que je suis sur le circuit, donc j'ai vu plus de joueurs que Thibaut. Enfin, plus souvent, on va dire. Ouais. Donc, mais je pense que c'est pareil pour Thibaut. En plus, lui, bah, il est encore plus connu que moi, puisque les gens connaissent de son parcours, il a été bien plus médiatisé que moi. Mais ouais, il y a des joueurs hyper attachants. Moi, j'ai fait des belles rencontres sur le circuit Pro Tour. Ouais, il y a des super joueurs, enfin incroyables. Et puis il y a des gens. On pense qu'ils sont gentils, qu'ils pensent qu'ils sont bien quand on les voit à la télé. En fait, bah, c'est des têtes de, hein, voilà. Et t'as pas envie de leur parler et ils sont hautains et ils te regardent même pas. Il y en a même pas. Ils te voient, ils te regardent même pas. Ils t'ont même pas vu, quoi. Ils te disent même pas bonjour. Mais par contre, t'as des joueurs, oui, qui sont incroyables, quoi. Enfin, moi, Mensur Sulovic, par exemple, c'est un gars. Il a le cœur sur la main, ce mec, c'est incroyable. Et moi, il m'a vu arriver. Il suivait mes matchs. Quand je revenais, que j'avais perdu, il me dit c'est pas grave, t'as bien joué, machin et tout. Il était tout le temps derrière moi, à me remonter le moral et tout. Voilà, t'as Boris Krejcmar, pareil, j'ai fait des repas à Barnsley, on a fait tous les restos avec Boris Krejcmar, tu vois, par exemple. Voilà, il y a des joueurs comme ça. Peter Wright, il est incroyable, ce mec est juste incroyable. Il te dit bonjour, au revoir, d'un naturel, comme si c'était ton voisin, il est incroyable. Et puis, tu as des joueurs, même pas, ils te voient, même pas, ils te calculent, quoi. Ouais. Bon, après ça, j'ai envie de dire, c'est sûrement comme dans tous les sports ou dans tous les milieux, finalement. Mais ouais, d'accord. Oui, alors du coup, suite à toutes ces rencontres-là, justement, c'est assez étonnant de voir les personnalités étrangères vouloir. J'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup qui aimeraient que les Frenchies, justement, aillent un peu loin, les rejoignent un peu, justement, au PDC. On a vu l'engouement qu'il y a eu forcément pour Thibaut quand il a été joué au final PDC, au championnat du monde PDC. Justement, toi, est-ce que tu l'as ressenti, ça, que les gens, justement, sont contents de voir, justement, la France, finalement, arriver dans ce domaine, ou au contraire, peut-être même, aurait peut-être un peu plus de réserve, finalement? Je vois pas où j'aurais pu avoir ce ressenti. Parce que j'ai pas fait faire les championnats du monde. Je pense que voilà, Thibaut, il est suivi par beaucoup plus de gens que moi, beaucoup plus connu, comme je te l'ai dit, à l'étranger, quoi que ce soit. Donc c'est plus facile pour lui d'avoir ce regard-là. Moi, j'ai vraiment pas l'impression, j'ai pas eu ce ressenti-là. Moi, mon entrée en PDC, elle est passée comme une lettre à la poste, quoi. Enfin, personne n'a dit quoi que ce soit. Je suis même pas sûr que la PDC, elle en ait parlé plus que de dire il y a un Français qui est rentré en PDC. Voilà, donc je suis pas légitime à te dire si je pense que les étrangers sont contents de nous voir ou pas. Je sais qu'à la Coupe du Monde, il y a toujours beaucoup d'engouement quand on monte sur le podium, comme il y a 2 nations à chaque fois qui jouent. Le public, il est divisé en 2 à chaque fois, tu vois. Quand on l'avait fait en 2014 avec Léo, on avait joué, on jouait le Pays de Galles. On avait l'impression que les 3/4 de la salle, elle était pour la France, tu vois, alors que c'était notre première, personne nous connaissait, on était les petits outsiders, machin et tout.
Bien sûr. J'ai envie de te dire oui, je pense que les gens des fléchettes sont contents de voir des nouvelles têtes. Je pense que oui, des nouvelles têtes ou des têtes qu'ils connaissent, mais de les voir parfaits, oui, ça me choque pas que tu me dises que les gens sont contents de voir Thibaut au meilleur niveau. Ça me surprend pas du tout. C'est normal. Ouais, mais d'ailleurs, comment tu l'expliques ça? Et c'est vraiment dommage, justement. Je sais qu'on en avait parlé une fois en off par rapport au fait que, justement, quand tu as gagné ta tour carte, c'est vrai que c'est tombé un peu au même moment, en même temps. Et ça, c'est peut-être aussi une histoire de timing, ceci dit, que ben, justement, Thibaut, quand il a joué en championnat du monde PDC, non? Ou ça s'est joué à quelques mois après? Non, même pas? À un an près, en fait. Ça faisait déjà un an que j'étais. Un an que tu avais ta tour carte, mais oui. Bah, exact. Oui. Et oui, exact. Autant pour moi. Mais oui, non, mais t'as raison. Donc c'est pour ça, je comprends pas que ça n'ait pas fait plus de bruit. Ouais, c'est fou ça. C'est peut-être toi, tu fuis les médias ou derrière. J'ai fui personne, je fuis jamais personne. J'ai répondu à tous les médias qui ont pris la peine de me contacter. De te contacter, ouais. Toi, par exemple, en octobre, quand on a fait la Coupe d'Europe, que je gagne la Coupe d'Europe, j'ai été contacté par des médias anglais. Le fait que je gagne la Coupe d'Europe, tu vois. Mais en France, aucun média m'avait contacté. Alors que j'avais ramené la première médaille française de WDF. La France, c'était la première fois que la France prenait une médaille et la première fois qu'on gagnait en plus. En plus, c'était la médaille individuelle. C'était la première médaille. Et en fait, aucun média sportif, quoi que ce soit, n'a pris la peine de me contacter. J'ai été contacté par deux journalistes anglais à qui j'ai répondu par interview. Par écrit, qui ont écrit un petit bout de truc. Mais voilà, ça s'arrête là. Et puis, quand j'ai eu ma tour carte, je t'avais raconté que en fait, même Thibaut croyait que ça allait déclencher quelque chose. Tu vois, il était content parce qu'il m'a dit, il m'a dit, t'inquiète pas, les sponsors vont arriver, les médias, nanani, nanana. Et puis, en fait, rien du tout. En fait, je dis, moi, j'ai été contacté 2 mois, enfin non, peut-être pas 2 mois, 1 mois et demi après, quand j'ai retweeté un truc de l'équipe qui m'avait choqué et où j'avais identifié, je dis voilà, et où je t'avais expliqué, hein, je veux pas en reparler. Ouais, bien sûr. J'avais retweeté sur Twitter, je suis pas un maniaque de Twitter, j'ai beaucoup de mal avec Twitter, mais j'avais retweeté en taguant les meilleurs, pas les meilleurs, mais les plus grands médias français, donc Le Parisien, L'Équipe, Le Figaro, je sais plus ce que j'avais dit d'autre. Et puis bizarrement, après mon retweet, en fait, j'avais été contacté par deux médias, mais genre moi, j'ai eu ma tour carte en janvier et ils m'ont contacté en mars-avril, tu vois. Mais justement, ça va amener un sujet d'ailleurs qui va être intéressant là-dessus. C'est par rapport à justement l'évolution des fléchettes en France. C'est là où on voit qu'on a un gros retard sur pas mal de pays. C'est normal aussi. Après, ça a mis un peu de temps. C'est entré en plein boom maintenant. Est-ce que tu penses que ça joue aussi c'est vrai que là, en l'espace d'1 an en plus, même de mois en mois, on voit des clubs se créer, de plus en plus de fans qui vont jouer aux fléchettes. Ça redevient à la mode dans beaucoup de bars, même en trad. C'est ça qui, moi, je le vois de plus en plus. Le meilleur exemple que je peux avoir, c'est ici au Pays Basque. Il avait dit ça un peu en déconnant, Thibaut, en disant qu'effectivement, chez nous, il fait beau, donc on joue pas trop aux flèches. Mais c'est pas faux. Et c'est vrai que de plus en plus, de bars, justement, s'y mettent. Beaucoup d'endroits en France se créer. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment de l'énergie en fait autour des flèches en France qui arrive de plus en plus. Et justement, moi, est-ce que tu penses que tout ça, ça a un lien au fait aussi que jusqu'à présent, rien n'est vraiment peut-être fait pour les joueurs de fléchettes encore, que ce soit nationalement, en sport par exemple, voilà, on n'est pas reconnu en sport, ça on en a déjà parlé. À ton avis, qu'est-ce qui fait que là, quelque part, le profil, ce que tu nous as décrit, c'est un peu ça. C'est que Thibaut a eu la chance de pouvoir prendre la médiatisation quand elle est arrivée finalement. Et quelque part, c'est tant mieux aussi parce que ça permet de faire vivre les fléchettes. Mais d'un autre côté, effectivement, il y a eu peut-être ce côté trop... ça a enlevé peut-être des choses où justement, par exemple, les victoires que tu as gagnées, tout ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont même pas au courant. Et c'est incroyable d'ailleurs de se dire ça. Tu penses que ça joue sur tout ça, sur le fait que quelque part, on soit pas reconnu comme un sport, que derrière, forcément, il n'y a pas de mise en lumière par rapport à ça? Le problème, c'est notre culture française. C'est la culture française. On n'a pas les fléchettes. C'est pas un sport, c'est un sport de poivre de bar.
Et alors, les mentalités sont en train de changer, hein, dans le bon sens. Je vais revenir sur ce que tu as dit par rapport à Thibaut. Je dis heureusement qu'il y a au moins Thibaut qui a été médiatisé. Enfin, tu me dis, moi, j'ai. Mais imagine si Thibaut, avec sa finale de WDF, enfin, je crois que c'était WDF, c'est pas encore BDO, mais il fait une finale de championnat du monde quand même. Le gars, il fait le premier Français, il fait une finale, machin. Encore heureux qu'on en ait parlé. Tu vois, enfin. Moi, j'ai envie de dire, à la limite, j'ai gagné qu'une Coupe d'Europe, mais lui, il fait une finale de championnat du monde. Ça m'aurait fait chier ça nous aurait fait mal au que de savoir que du Français qui fait une finale des championnats du monde. Donc, déjà, je reviens juste là-dessus. Après, pour ce qui est des fléchettes en France, oui, c'est pas dans notre culture. De toute façon, les Français ils ne s'intéressent pour moi qu'au foot et puis après aux événements quand c'est la saison. Donc, le tennis quand c'est le Roland-Garros, le rugby quand c'est les 6 nations, sauf bien sûr au Pays Basque par exemple, dans le sud de la France où vous êtes plutôt très porté sur le rugby, mais c'est vraiment c'est régional quoi, tu vois, on va dire que c'est pas un truc national. Oui, les fléchettes commencent à porter donc en partie grande partie grâce à Thibaut parce que voilà, il fait parler de lui, il a encore fait parler de lui au dernier déplacement, il a fait les championnats du monde, le premier Français à faire les championnats du monde. Donc, heureusement que ça a parlé. Il y a un autre point aussi qui se développe beaucoup, et je ne sais pas si vous en avez par chez vous, mais moi, à Paris, j'en ai déjà 2 ou 3. C'est les bars à fléchettes avec détection automatique. Tu vois, je ne sais pas si tu as vu. Non, on n'en a pas encore. Oui, avec des systèmes comme Scolia ou autre, enfin, peu importe la marque. Voilà, détecte automatiquement. Oui. Donc, sur site traditionnel, où il y a des mini-jeux et tout ça, là où j'ai fait, donc, moi, ma masterclass dans un des 2 qui est à Paris. Je crois qu'il y en a même un 3e à Paris. On m'a dit qu'il y en avait peut-être un 3e. J'ai vu qu'il y en avait un peu partout. Ça c'est vachement ça démocratise vachement les fléchettes. Ça intéresse beaucoup les gens. Moi, je vois, je m'en rendais pas compte, mais ces trucs-là sont blindés toute la semaine au tarif qu'ils appliquent. Je trouve ça. Moi, quand j'ai fait ma masterclass, c'est aberrant. J'ai dit, mais comment on peut dépenser autant d'argent pour jouer en trad alors que tu peux jouer gratuitement dans un pub, tu vois. Enfin, tu vois, au bout d'un moment. Et donc oui, ça se démocratise beaucoup. Maintenant, est-ce que les médias vont s'intéresser à ça un peu plus ? Si on fait des résultats, je l'espère, mais après, encore faut-il réussir à faire des résultats et être présent. Et voilà. Et oui, il y a plus de gens qui regardent les fléchettes en France, ça c'est évident. Et moi, j'ai été choqué aussi, donc toujours pendant cette masterclass, le nombre de personnes qui étaient abonnées à PDC TV. Ces gens-là n'ont même pas de licence FFD. Mais ils ont tous l'abonnement PDC TV, tu vois. Ils ont tous. C'est incroyable. Moi, j'ai rencontré des gens, pareil, là où je m'entraîne, des gars, ils m'ont dit, nous, on a pris l'abonnement PDC TV pour avoir le pass access, en fait, quand tu veux réserver des billets pour aller voir des compétitions PDC. Quand tu es abonné, tu as un accès privilégié pendant 24 ou 48 heures pour prendre tes places. Eux, les gars, ils ont payé un abonnement pour avoir les places pour pouvoir faire. Donc, je sais qu'ils ont été faire ils vont faire 2 soirées de Première Ligue et ils vont venir à la Coupe du Monde. Ils vont venir à la Coupe du Monde au mois de juin. Tu vois, mais, ces gens-là ne sont pas des joueurs de fléchettes à la base. Bien sûr, c'est des passionnés de. Voilà, ils ont découvert le sport et ils s'y intéressent. Et ils s'y intéressent dans le bon sens. Tu vois, ils ont fait les démarches, ils vont faire des déplacements. Je sais qu'ils ont été à Manchester ou je ne sais plus où pour aller voir une soirée de Première Ligue où les places, elles sont à 100, 120 € au minimum la place pour la soirée, tu vois. Plus les déplacements, plus... voilà. Oui. Mais c'est là où je vois que notre sport a grossi, c'est que ça devient un peu comme n'importe quel sport finalement un peu suivi, où par exemple on va regarder le tennis, ou on va regarder le foot, ou quoi, t'as beaucoup de gens, ils jouent même pas au foot, ou ils jouent pas au tennis par exemple, mais ils vont regarder ça comme un sport parce que ça les passionne. C'est vrai qu'aux fléchettes, on voit de plus en plus ce phénomène-là aussi, les gens n'ont jamais touché une fléchette, mais ils vont tomber dessus et ils vont tomber amoureux, et c'est vrai que c'est passionnant à regarder. Et alors je pense que tu as raison, ces bars-là, effectivement, avec les détections automatiques, ça permet sûrement, j'imagine, aux jeunes à donner un peu plus d'attrait au jeu, quand on a déjà ça guide aussi, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas, moi souvent les questions sur ma chaîne qui reviennent le plus, c'est comment on joue au 500, comment on joue au 300, c'est des trucs bêtes, hein, mais pour nous ça nous paraît vraiment simple, et c'est vrai que voilà, là ça permet peut-être de les guider. Une première fois, finalement, ils n'ont que des étapes à suivre sur un écran. Voilà, après, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas. Honnêtement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je pense que c'est quand même pas mal. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire tout ce qui ramène finalement aux fléchettes, qui donne envie aux personnes de jouer, ben, c'est bien. Après,
Après, c'est bien aussi d'apprendre peut-être un peu à la bonne vieille méthode, même s'il faut savoir vivre avec son temps. Ça, en fait, c'est clair net. il faut le voir comme un tremplin d'accès, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, les gens qui vont vouloir progresser, moi là, je l'ai vu avec des gens que j'ai vus dans cette soirée-là. Je leur ai dit, il y a des tournois qui s'organisent dans un pub à Paris, dans le 13e. Ils m'ont dit, ouais, bon, on va venir, machin et tout. Les gars, ils savaient pas compter. Et je leur ai dit, non, là, et maintenant, il va falloir apprendre vos finishes, il va falloir machin. Et les gars sont toujours là, tu vois. Donc, ils seront peut-être pas tous là, mais les plus intéressés vont continuer, tu vois. C'est juste, ils ont mis le pied à l'étrier, ils ont pris goût au jeu et ils vont rester dedans. Mais c'est grâce à ces barres-là, tu vois. Et puis aussi, là où on n'est pas bon, et c'est là où j'avais pas fini tout à l'heure, c'est que en fait, on manque de communication au niveau des fléchettes. Ouais, bien sûr. La communication, elle est horrible. Que ce soit enfin nous-mêmes qui sommes dans les fléchettes, que les médias n'en parlent pas, ça basta. Enfin, non, mais c'est sûr. À la limite, c'est normal, mais nous, qu'on n'arrive pas à faire notre propre promotion, moi, je le vois, j'ai essayé, je te jure, j'ai essayé, mais ça prend tellement de temps de faire un rapport, de raconter ce que tu as vécu, de machin, même de faire une vidéo. Enfin, même de faire une vidéo, ce que tu fais là, ça prend énormément de temps, les gens s'en rendent pas compte, ça prend beaucoup de temps. Et en plus de tout ce qu'on doit faire, entre le boulot, jouer les fléchettes, les entraînements, les machins, les trucs. Donc, je sais que c'est pas facile, je jette pas la pierre, mais si on pouvait plus communiquer là-dessus, ce serait vraiment... c'est ce que j'essaye de faire à mon niveau, évidemment, c'est toujours pareil, parce que je suis tout seul. Moi aussi, c'est pareil, j'ai ma vie de famille. Puis, mine de rien, je suis aussi un joueur avant tout. Donc, ma chaîne, j'essaie de la diriger comme je peux. C'est-à-dire, j'arrive déjà à faire une vidéo par semaine et c'est énorme. Mais j'y arriverai peut-être pas tout le temps parce que ça, plus les matchs, plus la vie de famille, enfin bon, bref. Mais là, tu vois, par exemple, j'ai un projet de vidéo qui est pour moi méga important. Ça va être sur la création de club, comment créer son club. Pour que ça soit un peu plus simplifié parce qu'il y a beaucoup, c'est très austère en fait, et c'est pas méchant ou c'est même pas contre la FFD ce que je vais dire, mais c'est très austère. Le site de la FFD est un peu austère. Il faut faut juste essayer de donner envie aux gens et d'essayer de simplifier les choses, et aussi savoir comment retrouver un club quand on est des joueurs isolés. Il y en a plein de joueurs isolés en France. Comment savoir trouver un club, comment s'organiser un open. Et c'est vrai que tout ça, ça paraît très obscur, même des fois au niveau des règlements. C'est pas clair. En fait, voilà, juste un éclaircissement de tout ça. Et c'est vrai que ça fait partie aussi, je pense, comme tu dis, c'est qu'il y a plein de choses justement où c'est un peu obscur. Évidemment, quand on est passionné, on va fouiner, on va toujours trouver. Mais je peux comprendre que d'un regard extérieur, quelqu'un qui va s'intéresser un peu aux fléchettes, est-ce qu'il va vraiment avoir envie de creuser autant que nous, ou du moins nous, comme on est dedans, on va le savoir. Je suis pas sûr. Et heureusement qu'il y a des passionnés qui vont créer des cartes pour mettre tous les clubs dessus, qui vont essayer de simplifier les choses un peu pour tout le monde. La FFD commence à s'y mettre un peu. Moi, je vois les choses évoluer, même sur leur site, ils essayent de simplifier un peu certaines choses, mais c'est vrai que c'est un truc qui, je pense, qu'il va falloir voir vraiment parce que on a de plus en plus de licenciés, de plus en plus de jeunes. C'est très bête, mais comme à l'époque, le classement, quand on a des jeunes qui font de la compétition, ça a toujours été important. On le voit de tout temps, que ça soit aux fléchettes, que ça soit dans les sports ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est un peu... bordélique, c'est peut-être un grand mot, mais c'est pas clair. Voilà, c'est un manque, je trouve, je saurais pas comment expliquer, d'un truc qui soit un peu plus généralisé et plus facile d'accès. Voilà, facile d'accès. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Totalement. Ça manque de communication. Il faut un community manager à la fédération et je pense aujourd'hui, si on veut se donner les moyens, il faut que la Fédé se donne les moyens financièrement de mettre quelqu'un, et quitte à devoir le payer. Moi, ça me choquerait pas. Moi, ça me choque pas que mes cotises, elles servent à payer un gars qui fasse de la pub pour la Fédé, quoi, en fait, parce qu'au bout d'un moment, soit tu veux te professionnaliser et te mettre au niveau, soit tu veux rester un truc amateur et on reste entre nous et on voilà. Oui, non, mais bon. Mais au bout d'un moment, il faut donner les moyens Oui, on a de plus en plus de licenciés en France. Il y a de plus en plus de clubs qui se montent. Donc oui, je pense qu'effectivement, parce que c'est quand même, mine de rien, et ça, je peux l'entendre aussi, qu'un bureau, peu importe de quelle ligue ou quoi que ce soit, à gérer la communication tout seul, ça peut être vraiment compliqué.
On est de plus en plus. Et justement, je pense que c'est maintenant qu'il va falloir peut-être prendre des décisions à essayer d'au moins, sans forcément en faire des caisses, hein, juste simplifier les choses, que tout soit clair, que la communication soit claire. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a des fois, même je vois c'est toujours à devoir chercher où sont les open et c'est un peu compliqué parce que, enfin voilà. Et je trouve que là-dessus, c'est mal centralisé. C'est-à-dire que des fois, c'est d'un club à un club. Et ça serait pas mal que ça soit un peu mieux centralisé. Je pense que c'est des choses qui vont arriver, hein, parce qu'on est quand même beaucoup à le dire. Hein. Il y a beaucoup de gens maintenant qui le disent, et donc je vois que les choses évoluent. Je suis assez positif, moi, là-dessus. On en avait déjà parlé tous les deux. Moi, je suis assez positif là-dessus, parce que je vois quand même l'engouement qu'il y a autour de ça. Et d'ailleurs, c'est très excitant, en fait, de voir justement les gens s'intéresser comme ça. Et même des fois, aller voir les matchs. Je pense qu'il y a quelques années, ça ne serait jamais arrivé, aller voir des gens curieux, hein, qui vont aller voir les Open, et qui se demandent ah, c'est quoi, et puis qui sont très curieux et qui ont envie, après, justement, on leur donne envie de jouer. Et ça, il y a quelques années, je pense que ça ne serait peut-être pas arrivé. Voilà, je ne sais pas à quoi c'est dû. Alors, c'est dans l'air du temps, j'imagine, peut-être, c'est une histoire de mode. Pour les fléchettes, ouais. Les fléchettes, oui, je pense que c'est ça. Oui, il y a eu juste les médias qui en ont plus parlé, en fait. Il suffit de regarder il y a juste les médias qui en ont juste plus parlé. Il y a eu voilà, on a fait des résultats au niveau des fléchettes. Et puis, il y a eu aussi, on en a parlé avec Thibaut, la mania Luc Littler. Hein. Luc Littler, même... Ah oui, oui. Les gens qui connaissent rien aux fléchettes, ils vont te parler, ils vont te dire, ah ouais, un gamin de 17 ans qui a fait les finales des championnats du monde, tu vois, ça aussi, ça a beaucoup joué. Hein, ça, il n'en fallait pas plus aux médias. Hein. C'est impressionnant. Je regardais une étude justement qui disait que il avait dépassé en termes de popularité Phil Taylor quasiment en très très peu de temps. C'est-à-dire qu'il a énormément vendu ça de tout ce qui est produits dérivés et tout ça. Mais même les gens savent que c'est un joueur de fléchettes, alors que beaucoup de gens ne connaissaient pas Phil Taylor, par exemple, alors que c'est le plus grand champion de tous les temps. Mais des gens qui vont à peine s'intéresser aux fléchettes, ils connaissent Luc Littler parce que c'est le jeune, parce que maintenant, clairement, lui, je pense que même s'il n'avait pas de résultats, ce qui n'est pas le cas, parce qu'en plus, ça reste un très grand joueur, il a déjà fait sa carrière, hein, finalement, je pense. Hein, c'est assez incroyable. J'imagine même pas alors, ça doit rajouter une pression, je pense, à son âge. C'est assez impressionnant. Mais il a déjà, finalement, j'imagine, entre les sponsors et tout ça, c'est incroyable. Il est partout, en fait. Il est partout. Ah oui, en Angleterre, en plus, encore plus, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est impressionnant. Tu l'as rencontré, toi, du coup, ou de loin, peut-être il est dans son coin, Luc. Il est sur les tournois, il est avec nous, machin et tout. Mais, bien sûr. Mais je lui ai jamais adressé la parole, je l'ai pas joué. Il a pas l'air très méchant. Il est très simple, hein, enfin, il a l'air très simple, voilà. Mais j'ai pas eu l'occasion. Il est toujours isolé. Je pense qu'il a un garde du corps maintenant. Je pense que c'est ce qu'on a vu avec Thibaut au dernier. Je pense qu'il a un garde du corps qui l'accompagne. Voilà, il doit être très protégé de toute façon. Il doit être très protégé sur le truc. Je te dis, j'ai pas eu. Il est comme certains joueurs à qui j'ai jamais adressé la parole sur le tournoi. Je l'ai jamais vu en dehors du tournoi, enfin de la salle de tournoi, quoi, de toute façon. Bon, je te souhaite de jouer contre lui, du coup, peut-être. Ouais, je sais pas, ou pas, je sais pas, ça dépend de quel point de vue c'est. D'ailleurs, là, c'est quand la prochaine fois que tu joues là, c'est. Non, moi je vais pas y aller, je vais pas faire les prochains parce que ça tombe. Que je dise pas de bêtises. Les prochains, c'est quand? Je crois que ça tombe juste avant les Masters nationaux par équipe, je crois. D'accord. Et donc, je m'étais engagé en début d'année. Donc, en fait, on joue lundi, mardi, mercredi, et les Masters par équipe, c'est le jeudi, vendredi. Donc, c'est en Allemagne. Donc, il y a de grandes chances que je ne fasse pas ou alors, je fais juste le lundi, mardi, je fais pas les qualifiers, et peut-être que Mais pareil, ça me fait prendre une semaine entière au boulot, et c'est pendant la période des examens, donc il faut que je vois la rentrée. Je vais voir avec ma chef si je les fais ou pas, mais pour l'instant, je suis parti sur le principe que je n'allais pas les faire pour privilégier mon équipe de trad. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, ça. Tu fais quoi comme métier exactement? Parce que là, tout à l'heure, on parle de ton travail, mais c'est vrai qu'on... voilà, comme tu l'as dit maintenant... Tu le savais pas, je te l'avais pas dit?
si toi moi je le savais, mais les gens le savent pas. Vu que tu as dit que tu avais des cours, enfin bon, bref. Non, je donne pas des cours. Je suis technicien de laboratoire dans un lycée professionnel dédié au métier du laboratoire, tout simplement. Donc, je prépare les expériences, les travaux pratiques pour les élèves de seconde, première et terminale. Et donc là, forcément, au mois de mai et juin, le bac va arriver, donc les épreuves finales. Donc, j'ai aussi du CAP et un bac pro. Donc, j'organise les épreuves pratiques de ces examens-là, les examens finaux. Donc, je ne peux pas être trop absent non plus durant cette période. Ouais, tu es multifacette, du coup. Multifacette, non, mais bon, j'ai préféré, au lieu de me dédier uniquement aux fléchettes, j'ai préféré assurer le coup et garder mon travail qui m'assure. C'est assez marrant parce qu'entre Thibaut et toi, vous avez 2 beaux parcours avec une philosophie un peu différente. Bon, après, voilà, il y a et ça, justement, tu gardes vraiment les pieds sur terre. On sent que tu es quand même un joueur, finalement, qui a conscience de beaucoup de choses autour de toi et tout ça. Et justement, est-ce que ça n'aurait pas tendance à freiner quelque part, même ton jeu ou peut-être ta progression, quelque part que tu sois si terre à terre que ça, laisser pas de place à la folie quelque part. Non, parce que j'ai besoin de ça aussi. Hein. J'ai besoin d'être assuré, j'ai besoin d'avoir mon salaire qui tombe à la fin du mois, d'avoir mon métier. Que comme je t'ai dit, moi j'ai besoin de ça. C'est une sécurité. Les fléchettes pour moi, c'est une passion. C'est un jeu en fait et c'est un peu ce qui a un peu cassé le truc, c'est que ça a pris beaucoup plus d'importance que ce que j'avais prévu à la base. J'aime pas perdre, donc c'est pour ça aussi que j'ai progressé. Hein. Je me cache pas derrière tout ça, mais ça a pris beaucoup d'importance. Et là, ça fait 1 an et demi que je suis sur le circuit professionnel. Je pense que j'ai vu à peu près tout ce que j'avais à voir sur le circuit sur le circuit pro, pardon. Ouais. Et je sais que je te l'ai déjà dit, et je l'ai dit aussi à Thibaut, c'est pas ça que je veux faire aux fléchettes. Moi, c'est pas ma conception à moi des fléchettes. Je m'amuse plus comme avant. Et là où j'ai été le meilleur, c'est quand je me suis amusé. Je veux dire, il y a que comme ça que j'ai gagné en fait. J'ai gagné les meilleurs matchs que j'ai gagnés, c'est parce que je me suis amusé. Pourquoi j'ai gagné la Coupe d'Europe? Parce qu'il y avait un groupe France qui était du tonnerre. J'avais un team manager qui était derrière moi à chacun de mes matchs. J'avais toute la team France qui, à chaque match, tu verrais, il y avait toute l'équipe. J'avais jamais vu ça de toute ma vie en équipe de France, de toutes mes sélections en équipe de France. J'avais jamais vu ça. J'avais tous les Français derrière moi. Et ça, depuis les premiers tours, tu vois, pas parce que j'étais en demi-finale, tu vois. Et tu te sens porté, machin et tout. J'ai fait je gagne le voilà. Et la Q-School, pareil. J'avais mon pote Ludo qui était derrière moi. Ça fait des années. Il était avec moi sur les Player Championship, sur les Challenger Tour l'année d'avant. Ouais. Et pareil, il m'a dit tu vas y arriver, t'inquiète, machin et tout. Il était derrière moi, j'ai jamais été, tu vois. Et puis là, de me retrouver tout seul, faire des déplacements tout seul, c'est pas mon kiff, tu vois. Enfin, moi j'aime bien. Tu t'imagines pas quand je me retrouve le soir à jouer avec mes potes, qu'on me dit t'as un match de championnat avec tes potes. Là c'est le kiff, tu vois. Et là, je reprends plaisir à jouer. Mais le circuit pro, il faut aimer ça, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai de l'admiration pour Thibaut, parce qu'il aime ça, tu vois. Et lui, il est là-bas, il est chez lui, il se sent bien. Tu le vois, en fait. Il se sent bien, et ça se voit en plus dans ses résultats. Mais tu vois que c'est fait pour lui, tu vois. Il a cadré, je sais pas s'il a cadré sa vie là-dessus, mais tu sens que. Ça lui correspond. Moi, ça me correspond pas. Tu as besoin de la convivialité, tu as besoin de tes copains, tu as besoin de t'amuser en fait et de ressentir un peu. Peut-être que si j'y passe 4 ans sur le circuit pro et que je me fais des potes à tout va là-bas et tout, mais c'est pas trop l'ambiance. Tu vois, les mecs ils sont au taf. Hein, au bout d'un moment, il faut pas se voiler la face. Hein, les mecs, la plupart ils sont là au taf. Hein, là, on va arriver en fin d'année et là, je commence déjà à le sentir maintenant. Ceux qui sont borderline, qui vont perdre leur tour carte. Tu sens qu'ils sont pas bien. L'année dernière, j'avais pas compris ça l'année dernière, mais l'année dernière, j'ai joué des joueurs qui étaient borderline, qui allaient perdre leur tour carte sur les derniers. L'ambiance, elle était dégueulasse, tu vois, sur le match, machin. Je sais pas si j'ai joué Ted Evans. Il m'a cassé les bonbons. On était en live, il m'avait cassé les bonbons parce que soi-disant, je lui faisais du bruit avec mes fléchettes. Et machin, alors qu'en fait le gars il est pas méchant, tu vois, il est pas méchant pour un sou, mais en fait et après j'ai compris 2 mois après qu'en fait ce mec là il jouait sa qualif, il jouait son maintien en PDC et il a perdu sa tour card. Donc je comprends qu'il est pas tu vois, ils sont taf ces mecs là en fait, au bout d'un moment c'est leur boulot, ils sont taf, ils veulent pas perdre leur tour card. Et quand je vois les noms, tu vois, quand je vois les noms qui ont perdu leur tour card l'année dernière,
et que je me vois moi, je me dis, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, tu vois, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus. Je dis, s'il y a des mecs comme eux, ils n'arrivent pas à garder une tourcarde, je dis, qu'est-ce que moi je vais faire, tu vois, au bout d'un moment, faut relativiser, tu vois. Et après, ça reste un sport, comme dans tous les sports, on peut pas tout le temps performer, de toute façon, ça c'est certain. Non, c'est Et cyclique. d'autant plus les fléchettes où c'est vraiment un sport d'adresse, donc c'est encore plus compliqué. Et c'est vrai que finalement, quand tu regardes le parcours de certains joueurs, ils sont très très peu à pouvoir se vanter d'avoir été ultra réguliers. Des Phil Taylor, on va dire forcément, parce que c'est lui qui a le plus grand nombre de victoires, mais finalement, on n'en compte pas tant que ça. Moi, c'est pas pour rien d'ailleurs que ces gens-là sont exceptionnels. Et justement, toi, tu sens que le niveau a monté un peu partout dans le monde, parce que je vois déjà qu'en France, le niveau quand même est assez élevé finalement. Tu te rends compte même sur les petits Open ou quoi, que mine de rien, il y a toujours 1 ou 2, 3 gros tapeurs. J'imagine que là, sur les Masters nationales, ça va être quelque chose aussi. Est-ce que tu confirmes que c'est général, même ailleurs, quoi, finalement, ça tape de plus en plus fort parce que les gens jouent de plus aux fléchettes qu'avant? Forcément, c'est obligé en fait. On a commencé en bas, et puis il y a toujours qui sont devenus meilleurs, et puis on a voulu battre les meilleurs, du coup on bat les meilleurs, mais après on s'est donné les moyens, on s'est déplacé. Enfin, il y a plein de joueurs qui jouent à l'étranger, il y en a qui refont le Challenger Tour aussi. Tu rejoues d'autres joueurs des autres pays qui sont meilleurs, tu fais que progresser en fait, forcément. Ça joue énormément. Tu deviens bon aux fléchettes juste en affrontant meilleur que toi, c'est certain. Donc, et là, aujourd'hui en France, oui, le niveau a nettement monté, que ce soit grâce aux fléchettes électroniques, grâce aux fléchettes traditionnelles. Les gens jouent plus aux fléchettes, donc forcément, il y a plus de niveau et les gens jouent mieux, forcément. D'ailleurs, alors, c'est ça qui est assez marrant, c'est que justement, il y a toujours énormément de joueurs en fléchette électronique, mais est-ce que j'ai pas l'impression qu'il augmente plus qu'en trad, où justement le côté pointassier est en train quand même de monter, et c'est bien parce que il y a eu quand même longtemps beaucoup de joueurs de fléchettes électroniques. De plus en plus de joueurs de fléchettes électroniques viennent en trad d'ailleurs, de plus en plus, ça se voit. Et je vois même des bars où maintenant ils vont justement mettre une cible et faire, par exemple, il y aura pas de 501, mais il y aura juste du cricket en trad, enfin en pointe-acier, parce que les gens n'ont pas forcément besoin de compter, parce que généralement ils font un cricket sans points. Donc du coup, c'est juste la base. Je vois de plus en plus ça, où ils ferment juste les chiffres et puis voilà, enfin ils finissent leur cricket. Et du coup, ça s'explique comment ça? Est-ce que c'est parce que justement la discipline elle est beaucoup plus partagée grâce au PDC justement, et que les gens se disent bon c'est ça la vraie discipline des fléchettes, ou justement parce que quelque part de plus en plus de joueurs tout simplement électro, qui continuent à jouer d'ailleurs en électro, vont vers la discipline trad? À ton avis, comment ça peut se quantifier ça? Je me rends pas compte après, parce qu'il y a tellement de joueurs et de ligues différentes que voilà, mais j'ai quand même vraiment cette impression qu'il y a de plus en plus de licenciés pointassiers, sans forcément qu'il y ait de pertes en électro, mais est-ce qu'il y en a vraiment plus en électro? Je suis pas persuadé. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi. Les chiffres, en fait, l'électro, c'est plus facile d'accès. C'est un point d'accès pour entrer dans les fléchettes qui est beaucoup plus facile pour les gens. Donc, il y aura toujours plus de monde en électro qu'en trad. Il y a toujours des gens qui vont avoir la peur certainement de passer de l'électro en trad en disant le segment est plus petit, va falloir compter tout seul, la machine ne va pas être là, machin et tout. Tant qu'ils n'ont pas essayé, on va dire, j'ai envie de te dire. Bien sûr. Après, je pense que le passage, je pense qu'il peut se faire aussi tout simplement. Un joueur d'électro qui veut progresser, quand il voit, enfin moi c'est le premier conseil que je donne à un joueur d'électro, quand il me dit qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner, je dis joue en trad en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dans ma vie, j'ai connu qu'un seul joueur qui jouait très bien en trad et qui a très mal joué qui jouait pas bien en électro, mais l'inverse c'est jamais vérifié en fait. L'inverse est moins vrai, on va dire. Un bon joueur, moi je dis toujours qu'un bon joueur de trad fera toujours un très bon joueur en électro, et l'inverse n'est pas vrai. Tu vois, l'inverse n'est pas forcément vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est pas le même jeu ou quoi que ce soit, mais forcément si tu t'entraînes sur des zones plus petites, forcément après ta concentration tu la travailles autrement, et puis tu vas travailler ton geste autrement. Enfin, je pense que
je pense que l'électro, c'est juste un point d'accès plus facile. Après, le passage de l'électro à la trad, c'est vraiment ceux qui veulent progresser et ils le feront tout naturellement, je pense. Ouais. Et après, de savoir que la plupart des joueurs d'électro qui jouent plutôt bien jouent déjà en trad aussi peuvent leur dire bah, ça va peut-être me faire du bien de jouer un peu en trad. Et puis quand ils essayent, généralement, bah, toi, tu es un joueur d'électro, je crois, tu m'as dit, donc à la base, non? À la base, ouais. Et Ouais. j'ai fait l'inverse, j'ai commencé par l'électro et j'ai été après en Ouais, trad, mais moi. tu t'es rendu compte que l'électro faisait bien, enfin que ton jeu en trad t'a fait du bien à ton électro. Ah, mais ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que j'ai augmenté de mon niveau en électro à partir du moment où je suis parti jouer en trad. Voilà. Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que là, alors, je sais pas, ça doit arriver à plein de joueurs. Là, ça va mieux d'ailleurs. Il y a un moment donné où je prenais que du plaisir en jouant en trad, c'est-à-dire que la sensation de match ou en open, et alors j'avais cette espèce de côté blasé d'aller jouer en électro. C'est passé, hein. Mais et du coup, j'avais cette impression aussi, peut-être parce que j'avais l'impression d'être meilleur en trad qu'en électro, ce qui est fou en fait, c'est juste un passage. Et alors, ça a été très frustrant ça, parce que ben, à côté de ça, j'ai mon équipe en électro, mes indives en électro. Du coup, je me suis retrouvé à faire mes indives en électro avec l'envie d'être ailleurs, sauf à faire mes indives en électro. Et c'était super dur psychologiquement à encaisser ça. Parce que je viens de l'électro en fait. Ouais. T'as pas le droit de penser comme ça. Et en fait, si, après, je me rends compte que forcément, il y a, il y a un truc qu'il y a, je pense, avec la pointe acier, c'est que c'est tellement plus compliqué. Oui, c'est quand même plus compliqué qui fait que quand on va rentrer même un 140, on a un sentiment à l'intérieur, ou un 180 forcément, mais un sentiment qu'on ressent pas forcément en électro parce que c'est plus facile. Disons que ça tape beaucoup plus fort en électro. Les moyennes ne sont pas les mêmes. Ça pourrait pas être comparable. Mais voilà. Et donc, du coup, voilà, j'avais ce côté, genre en électro, j'arrivais même plus à jouer. Enfin, c'est pas que j'arrivais pas à jouer, c'est que j'avais l'impression d'être moins bon, alors que ça allait, si tu veux. Mais comme il n'y avait pas la notion de plaisir, j'avais l'impression de me faire chier. C'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Du coup, là, j'ai repris justement... moi, mes batch shooters d'un autre côté ou d'autres m'ont fait du bien et ça m'a donné le goût au truc, mais à me dire ah ouais, mince, Yavan et tout, genre blasé quoi. Enfin, c'est horrible de dire ça. Alors que... non, mais voilà, alors que je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir faire ça et tout, et je me dis mais non, et puis non, mais en fait non, c'est top. Mais je pense que c'est des passages de joueurs et c'est justement que je me suis bouffé vachement de trad. Quand je suis passé de l'électro à la trad, moi, ça m'a fait un bien incroyable et ça a été une découverte et c'est réapprendre à jouer un peu et tout, et donc je pense qu'il y a ce côté là un peu et puis c'est vrai que c'est un autre monde une fois qu'on y a touché. Moi je sais que j'aurais du mal à revenir en arrière maintenant parce que j'adore ça et effectivement maintenant je me rends compte que l'électro c'est avec les copains, on s'amuse, on pose le cerveau, voilà, et on lance des flèches et c'est différent quoi, et ouais non, c'est clair. D'ailleurs, j'ai une question, enfin peut-être question bête ou pas. Justement, actuellement, c'est une question que j'ai totalement oublié de poser à Thibaut, et pourtant j'y pensais, mais niveau toi, ressenti, est-ce que tu as ce ressenti aussi? Enfin, comment tu gères maintenant? Toi, tu joues depuis des années aux flèches, donc c'est encore différent. Mais au niveau du ressenti, quand tu vas jouer en trad ou en électro, je sais pas si tu comprenais un peu ce truc que je voulais dire justement de sensation. En fait. On peut vraiment parler de sensation de jeu. Est-ce que tu as ces mêmes sensations de jeu, ou justement à force d'être un joueur qui a joué longtemps, qui a fait beaucoup de compétitions, finalement tu prends du plaisir autant sur l'une que l'autre, ou comment tu le vis ça, toi? Moi, ça dépend des moments, ça dépend de la situation, ça dépend. Comme j'ai dit, il y a des moments où j'ai été joué en trad, en PDC, c'était les pires moments de fléchette de ma vie, tu vois. Puis des fois, non, des fois ça se passe super bien. L'électro, ça a moins d'importance, ça a moins d'impact. Mes résultats en électro, voilà, je m'en fiche, hein, sauf en équipe, hein, quand je joue. Enfin, je parle pour moi en individu, mais mais on s'en fiche quoi. Enfin, des résultats, voilà, j'ai envie de bien faire pour mes potes et qu'on passe un moment, qu'on joue bien, et voilà. Mais c'est très aléatoire. Ça peut
en fait, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Je pense que ça reste tout le temps comme ça. C'est-à-dire que des fois, tu vas te lever un matin, tu vas te sentir bien et tu vas être prêt à jouer, machin. Enfin, tu vas être pressé de jouer ou quoi que ce soit. Puis il y a des matins où tu n'as pas du tout envie et il n'y a rien qui va aller dans ce sens-là. Et c'est à toi de travailler pour que tu y arrives quand même, malgré que tu n'aies pas l'envie ou que tu n'aies pas les sensations, comme tu dis. Moi, je marche que comme ça. Hein, je marche que à la sensation. Bien sûr. Quand les sensations elles sont pas bonnes et puis tu pourras rien y faire, quoi, tu vois. Et je me suis rendu compte de ça sur le circuit pro, c'est que même les meilleurs mondiaux, en fait, des fois c'est pas leur jour et puis la sensation elle est pas bonne. Et des mecs qui sont capables de taper à des matchs à plus de 100, puis je les vois jouer à 80, tu vois. Enfin, je vois un Peter Wright et enfin. C'est typique, c'est un mec qui est capable, on sait de quoi il est capable ce mec-là, et je l'ai vu faire des matchs à 75, tu vois, tu te dis, en fait, oui, c'était juste pas sa journée, il est dans un creux en ce moment, et puis voilà, et tu dis, mais même un mec comme ça, en fait, lui aussi est double champion du monde, mais ça lui arrive aussi, tu vois, c'est cyclique, l'échelle c'est cyclique, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des moments tu vas te sentir bien, tu vas tout gagner, et puis voilà, moi j'ai eu une période où avec Thibaut, quand on a gagné, on a fait le Challenger Tour, on gagne tous les deux le même jour, une épreuve du Challenger Tour. Un mois après, j'ai fait la Coupe d'Europe. Un mois après, je fais la Q-School et j'ai ma Tourcard, tu vois. Donc pendant 3 mois, il y a tout qui me souriait aux fléchettes, tu vois. Donc, puis voilà, tu l'expliques pas, c'est comme ça, tu as la confiance, tu as machin, et puis tu le vois dans les meilleurs joueurs mondiaux. Il y a des joueurs, ils ont des coups de moins bien, et puis des coups d'éclat, et puis voilà, c'est juste que eux, c'est plus régulier, quoi. Bien sûr, ouais, totalement. D'ailleurs, quel serait toi ton conseil justement que tu donnerais pour essayer déjà aux nouveaux joueurs de s'intéresser aux fléchettes qui s'intéressent? Moi, les questions qui reviennent le plus, c'est toujours le positionnement, tout ça. C'est vrai que c'est des questions toujours délicates parce que c'est très personnel, surtout le positionnement. Mais si tu aurais un conseil à donner sur la régularité, comment tu peux... ça va être quoi le meilleur conseil? Ça va être beaucoup d'entraînement finalement ou justement essayer de se concentrer par exemple sur un exercice genre tout simplement essayer d'utiliser le vin déjà. Comment on peut devenir de plus en plus régulier? De régulier, la régularité, oui, c'est quelque chose qui se travaille même moi. J'ai mes échauffements, en fait, quand je commence à m'échauffer, quand je m'entraîne, je fais des exercices sur la régularité, en fait. Les flèches dans le vin, le plus grand nombre possible de fléchettes dans le vin. Et en fait, le but, par exemple, en fait, ce qui est important, c'est qu'aux fléchettes, il faut toujours avoir un but. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ton but, quand tu fais une partie, c'est de finir un 501 et de finir par un double. Tu as un but final. Voilà. Donc, quand tu fais un entraînement, en fait, pour moi, le but, c'est tu te fixes un objectif. Par exemple, c'est un exercice que je donne aux débutants, de lancer le plus de fléchettes, donc leur chiffre de prédilection, le 20 ou le 19, s'ils jouent le 19, et d'en mettre le plus possible d'affilée, sans en mettre à dehors, sans avoir de refus, dans le segment du 20. D'accord? Et donc, ils commencent. Donc, je leur dis, c'est simple, vous en mettez 10 d'affilée. Et vous mettez comme objectif d'en mettre 10 d'affilée. Et en fait, ce que je leur explique, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est que des fois, ils vont faire une touche, ils vont être dehors, ou des fois, ils vont mettre des zéros. Mais quand ils vont progresser, c'est que quand ils vont arriver à la 9e fléchette, la 10e va être beaucoup plus lourde que la 9e. Parce qu'on arrive à l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut travailler. Et en fait, ils vont se rendre compte que... Alors, quand tu débutes, tu n'es pas obligé de faire 10, hein, tu fais 5. Même 5, c'est déjà très bien. C'est une volée et demie, c'est déjà très bien, tu vois. Bien sûr. Mais de te mettre un objectif, de dire je suis capable d'en mettre, on va dire, 6. Allez, hop, j'en mets 6 d'affilée. Puis une fois que tu as fait 6, allez, j'essaie d'en faire 9, etc. Je fais toujours une de plus que de voler. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, au lieu d'en faire 3, tu fais 4, etc., etc. Et donc, ça, c'est un exercice que je donne à faire aux débutants. Je dis, faites ça. Et faites, par exemple, une flèche d'affilée dans le vin. Il me dit, ouais, mais c'est pas possible. Je dis, je sais pas, tu arriverais à en faire 3 dans le vin? Oui, 3 dans le vin. Pourquoi tu n'arriverais pas à faire 3 dans le vin, puis 3 dans le vin? Et en fait, mais toujours avec un objectif de dire j'en fais tant. Et moi, ce que je fais, c'est que je ne m'arrête jamais tant que je ne l'ai pas atteint, l'objectif. D'accord? Je comprends. C'est vrai que on le voit même pour les. Moi, je vois pour les 180. Je sais quand on arrive à un certain niveau, on commence à en faire de plus en plus. Je me rappelle au début, tu les comptes. Quand tu les fais, tu es content. Tu commences à les compter, tu dis tiens, j'en ai fait comme ci, j'en ai fait comme ça. De plus en plus, il sort. Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a une grosse mémoire de geste aussi.
C'est-à-dire que les fléchettes, c'est quand même une mémoire de geste. Et c'est vrai que de savoir reproduire le même geste, finalement, qui a fait mouche la première fois, et le faire 2 ou 3 fois. Et souvent, hein, on regarde, moi le premier, et même encore, et ça nous arrive à tous, tu vas faire 2 triple 20, le troisième, tu sais pas pourquoi, il est parti aux fraises. C'est comme ça. Et des fois, il rentre. Donc, c'est vrai que c'est un bon entraînement de régularité. Et après aussi, pour travailler ces doubles, moi, je faisais exactement pareil. Moi, j'aurais tendance, par exemple, si je vais travailler le double 20, ben, je vais essayer de faire que des double 20. Si j'ai travaillé le double 16, enfin, peu importe. Ouais. Et la régularité, on l'a comme ça. Mais par contre, tu vois, alors, je sais pas, après, il y a beaucoup de personnes ont des manières de s'entraîner différentes. Mais moi, par exemple, tout ce qui est ring d'entraînement, enfin les petits anneaux d'entraînement, tout ça, j'ai toujours trouvé ça un peu. Enfin, après, ça dépend des gens. Peut-être qu'il y en a pour qui ça marche vraiment beaucoup. Moi, j'ai toujours pensé que jouer avec des gens, déjà, faire des matchs, regarder les autres joueurs jouer, et alors oui, effectivement, s'entraîner peut-être juste déjà à faire des 20, je pense que ça aide beaucoup plus qu'essayer de viser un anneau. Mais après, peut-être je me trompe, parce que c'est ça le problème. C'est ça qui est beau avec les fléchettes, c'est que chaque personne a son geste, a sa manière d'avoir évolué dedans. Donc c'est compliqué de dire qui a raison ou a tort. Mais c'est une question qu'on me pose très souvent. On me demande mes exercices d'entraînement, et j'ai toujours dit avec Abdallah, mon pote qui fait des lives de Twitch, qu'on allait faire une session pour expliquer mes sessions d'entraînement, parce qu'en fait, moi j'ai ma théorie à moi, je dis pas qu'elle est bonne, je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis juste que c'est la mienne. Je dis maintenant, on l'applique qui veut l'appliquer, veut faire la même chose qui veut, mais je pense, moi je reste convaincu que tu peux pas t'entraîner aux fléchettes en faisant, par exemple, que des 501. Pour moi, c'est une aberration que de faire, on va dire des bêtises, mais je vais faire 10 matchs de 501 contre un pote ou contre l'ordinateur ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas un entraînement. Pourquoi c'est pas un entraînement ? Tu vas prendre n'importe quel sport au monde, n'importe quelle discipline, tu vas prendre un joueur de foot, un joueur de tennis, un joueur de volley, pour s'entraîner, il va pas aller faire un match, un joueur de foot, il va pas aller faire un match de 90 minutes sur un terrain de foot, tu vois, au bout d'un moment. Le joueur de foot, qu'est-ce qu'il va travailler ? Il va travailler son endurance s'il n'a pas d'endurance, il va travailler ses coups francs s'il ne sait pas tirer des coups francs, il va travailler ses passes, il va travailler son dribble, il va travailler ses points faibles. Donc, qu'est-ce que c'est, moi, mon point faible ? Je sais très bien, c'est les finishes, c'est les doubles. Donc, moi, 80% de mon temps à l'entraînement, je ne m'entraîne que sur les doubles, les finishes et les doubles. C'est 80% de mon temps. Tu vois ? Par contre, faut pas oublier que au final, comme je dis, moi, le conseil que je donne, c'est quand vous vous entraînez, donc tu fais, moi je te dis, je m'entraîne 3 heures, je dis, je fais 2h30 où je fais que de m'entraîner, donc je fais des horloges de double de taré, je fais des finishes, des machins, des trucs, mais par contre, la dernière demi-heure, j'ai envie de jouer aux fléchettes. J'ai plus envie de m'entraîner, j'ai envie de jouer aux fléchettes. Oui, bien sûr. La dernière demi-heure, hop, soit je joue avec un pote, soit je mets l'ordinateur et je fais un match de 501 pour jouer aux fléchettes, parce que j'ai envie de jouer aux fléchettes. Mais ça ne fait pas partie de l'entraînement. L'entraînement, c'est tout ce que j'ai fait avant. Et bizarrement, quand je fais un match, après alors oui, c'est 2h30, tu me diras 2h30, mais tu n'es pas obligé de t'entraîner 2h30. Mais si tu t'entraînes 10-15 minutes avant, que tu fais une horloge de double, ton match que tu vas faire après, tu vas forcément mieux jouer que si tu avais fait directement, allez, je fais des 501 direct. Mais ça, encore une fois, c'est mon point de vue. J'engage, voilà, je dis juste que moi. Mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je vois, par exemple, les échauffements d'avant-match. On va dire, allez, les trois lancers que tu vas faire avant de lancer ton match. Souvent, moi, par exemple, je commence toujours, enfin, après c'est moi, je commence toujours par un double 20, une bulle généralement, et un double 16. Et après, généralement, j'essaye au triple 20. J'essaye jamais de faire mes 3 lancers la même chose, parce que, alors, des fois, ça pourrait nous mettre dedans parce que tu vas pas les réussir, par exemple. Mais non, justement, j'ai l'impression c'est comme si j'avais l'impression que j'allais aiguiser mon centre de visée, et que à partir de là, en fait, voilà, je suis pas juste bête et méchant. Alors, tu t'es déjà échauffé avant, c'est sûr. Tu t'es déjà échauffé avant. Donc, en fait, c'est juste avant de démarrer le match, quoi. C'est juste pour te retrouver tes repères sur le début du match. Mais ça, voilà, c'est ça, exactement. Les joueurs le font. Après, tu lances comme tu as envie de lancer. Et justement, je vois beaucoup de joueurs. Alors, je sais pas. Alors après, c'est peut-être une histoire d'expérience ou parce que je sais pas, parce qu'ils y pensent pas. Je vois beaucoup de joueurs à l'échauffement, enfin, qui vont s'échauffer avant le match, et juste avant le match, les trois lancers d'avant-match, qui vont rester souvent sur leurs chiffres, genre triple 20 ou triple 19
ou qu'importe. Et souvent, quand ils me voient en fait faire moi mes lancers, ils disent ah ouais, tiens, c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Je dis ben oui, parce que tu vas forcément au bout d'un moment vouloir faire un double, et c'est vrai que de rester bêtement, tu vois, je fais un 180 avant d'aller jouer, c'est très bien, mais il va falloir le ressortir en match. Alors que là, c'est vrai que juste, on est là juste pour essayer on va dire, de s'échauffer le bras et de s'habituer à l'environnement qu'on a à ce moment-là devant la cible dans laquelle on joue. Mais c'est très intéressant. Merci à toi hein, de toutes ces informations que tu nous donnes sur les entraînements, parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Le positionnement, c'est pareil, c'est tellement personnel. Donc, comme je dis souvent, c'est essayer d'être à l'aise. Voilà, si vous vous sentez à l'aise et que vous arrivez à taper dans le mille déjà, c'est déjà incroyable. Du moment que vous respectez les règles. Après, derrière, en fait, il n'y a pas vraiment de règles, à part si vous lancez comme... je crois qu'on ne peut pas lancer comme ça sur le côté. Enfin, il y a quand même... Voilà, il y a une base. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a aucun joueur de fléchette qui joue pareil. Peut-être les Japonais qui ont l'air d'être très scolaires, et j'ai l'impression qu'ils tournent tous... Même pas, parce qu'en fait, moi, je te prends comme exemple, je peux te prouver qu'en fait, chaque joueur a sa façon de lancer est différente. Parce que... tu l'as déjà certainement vu, il y a des joueurs pros qui s'amusent à imiter les autres joueurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est bien la preuve que si tu peux imiter... Moi, je le faisais avec mon pote d'enfance, on le faisait aussi, on imitait tous les joueurs de Paris comme ça. Tous les joueurs de comité, quand on les imitait, on savait exactement leur mimique, et on savait comment ils se positionnaient, comment ils tenaient la fléchette et comment ils la lançaient. Et comme ça, on arrivait à deviner qui on imitait. Enfin, les autres arrivaient à l'imiter. Donc, ça veut bien dire que chaque joueur a sa propre façon de lancer. Ah non, mais c'est sûr. Et Olivier Leplan, il fait comment? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que t'as raison. Donc c'est vrai que le seul conseil qu'on peut dire, c'est d'être à l'aise là-dessus. Moi, je sais que c'est souvent les questions qui revenaient, et enfin c'est tellement compliqué. Effectivement, il y a une manière de peut-être de prendre des fléchettes, mais après, j'ai envie de dire, si la personne elle arrive à bien viser derrière et qu'elle a sa manière de lancer, voilà, il y en a, c'est un peu curieux. Effectivement, des fois, on en voit certains jouer, et puis finalement, quand on voit que ça rentre dedans, on se dit bon, ben ok. Ça marche. Non, mais en fait, il y a ta vérité à toi, il y a ton geste à toi que tu dois travailler, que tu dois répéter. Et puis le voisin, il aura sa méthode à lui de lancer. Et de toute façon, s'il décide de lancer comme ça, il lancera comme ça. En fait, si pour lui, il a de meilleures sensations comme ça, il lancera comme ça. Mais c'est à lui de le travailler. Et pour revenir là aux Japonais, en fait, ce que font énormément les Japonais, c'est de la répétition. Moi, je peux en avoir discuté. J'ai discuté avec des joueurs. J'ai 2 amis japonais. Professionnels, oui, ils sont professionnels sur Dark Live. Il me disait, en fait, même sans fléchette, il reproduisait le geste de lancer, même sans la fléchette, tu vois. C'est vraiment une école que de répétition, que de répétition. Ok, ben écoute, merci beaucoup Jacques Lab pour toutes ces informations. Je te remercie vraiment pour le temps passé, parce que mine de rien, ça fait un moment, j'avais pas vu l'heure, mais ça fait déjà un moment qu'on est en train de discuter. Merci pour toutes ces informations données sur toi, et puis surtout de partager avec le plus grand nombre. Le but de cette chaîne étant surtout de partager les fléchettes au plus grand nombre. N'hésitez pas à vous rapprocher des clubs, à poser des questions sous cette vidéo. Si vous voulez poser des questions à Jacques, n'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, je te remercie énormément pour ton accessibilité. Franchement, c'est pas forcément... je peux comprendre qu'en termes de timing, ça soit un peu compliqué. Et j'ai passé un excellent moment avec toi, en tout cas. Merci beaucoup. Et je te laisserai quand même le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux abonnés de ma chaîne? Concernant les fléchettes? Ouais. Bah, amusez-vous aux fléchettes. Jouez aux fléchettes. C'est un jeu, et amusez-vous. Merci pour ça. Allez, à la prochaine, Jacques. Merci beaucoup. Merci à toi, Joël. Merci. Ciao. Au revoir tout le monde. Salut. Merci à tous.